suis l'homme élégant, pour conduire je mets les gants, dans Bonsoir. les bolides extravagants Je reviens de vers François vous Sagan. pour une suite à ma méditation sur l'innocence, parce que il m'a semblé, après avoir terminé la première causerie, que j'aurais pu évoquer 2 ou 3 points qui enrichiraient peut-être cette notion à vos yeux. Et c'est ce que je me propose de faire donc cette fois-ci. Euh, La première chose qui m'est venue à l'esprit est en fait le premier roman d'Amélie Nothomb, la célèbre écrivaine belge, et qui a pour titre Hygiène de l'assassin, qui a été porté à l'écran en 1998 par François Ruggieri avec Jean-Yann et Barbara Schulz, et qui raconte l'étrange histoire d'un écrivain à succès, mais qui ne veut plus recevoir personne et qui vit comme un ours, et qu'une journaliste pourtant arrive à approcher après beaucoup de ruses et tout ça, et elle a le talent de finalement le pousser à se confier sur euh, ce qui a poussé cet homme vers l'écriture et qui l'a tellement marqué au cours de sa vie. Et alors il lui parle d'une relation amoureuse avec une fille qu'il a connue depuis toujours dans l'enfance et qui pour lui était la perfection des perfections. Elle était belle, elle avait toutes les qualités humaines possibles et imaginables, et en plus il s'aimait. Et le jour de ses premières règles, il l'a étranglée jusqu'à ce que mort s'en suive. Et c'est ce thème-là, donc, qui est la matière du livre Hygiène de l'assassin, ainsi que le film qui en a découlé, bien sûr. Et le personnage joué de l'écrivain, joué par Jean-Yann, à merveille, faut-il le préciser, explique que dans sa toute jeune adolescence, il ne pouvait pas tolérer l'idée que la perfection que représentait cette fille à ses yeux soit ternie d'une manière ou d'une autre, diminue d'une manière ou d'une autre. Euh, et le fait qu'elle devienne nubile, qu'elle soit désormais une femme, pour lui était la certitude que cette perfection, entendez cette innocence, allait forcément changer, qu'elle serait polluée par des ruses, par des plans, des stratégies, et qu'il ne voulait absolument pas voir ça. Et alors il la tue. Bien évidemment, la tuant, il s'arroge un pouvoir énorme qui est le pouvoir de décider que, voilà, que cette fille n'a plus le droit de vivre parce que elle a quitté les rives de l'innocence paradisiaque telle qu'il l'avait perçue. Et donc, si j'ai pu dire dans la première vidéo qu'il fallait mettre en rapport la culpabilité en rapport avec l'innocence, ici je dirais qu'il y a un autre opposé à l'innocence qui est le pouvoir. Et que le pouvoir et l'innocence font très mauvais ménage
parce que le pouvoir est tout le contraire de l'innocence. Il n'y a pas, tout est fait de calculs, de ruses, d'envie de posséder, de déformer, de transformer les choses pour qu'elles nous conviennent, n'est-ce pas? Et c'est ce pouvoir-là, en fait, qui est la véritable antinomie de l'innocence. C'est ce que moi j'ai retiré, en tout cas, de la lecture de Hygiène de l'assassin et de la vision du film. Et puis, j'ai pensé après ça à mes cours de religion. Quand j'étais élève au secondaire et au primaire, je n'étais pas catholique. J'ai reçu l'éducation protestante, figurez-vous. Mon père était bien juif, mais athée, il se fichait complètement de toutes les questions religieuses. Et ma mère étant suisse-allemande, elle était protestante et elle a voulu qu'on ait une éducation religieuse. Mon père ne s'y est pas opposé et puis on a donc été au temple protestant. Et on a eu des pasteurs qui venaient de Suisse. Euh, Certains m'ont laissé un bon souvenir, d'autres moins. Et au cours, oui, alors à l'école secondaire à Bruxelles, les élèves reçoivent aussi l'éducation religieuse. Et ils avaient le choix, à l'époque à laquelle je fais allusion, entre le cours de religion catholique qui était donné par un abbé, un pasteur protestant, il y avait aussi un rabbin qui venait. Et donc encore là, j'avais suivi les cours de religion protestante avec mon ami Robert Vogt, qui était suisse, et de façon intermittente avec l'un ou l'autre qui passait dans l'école secondaire. Et nous avions, au cours des 6 années de secondaire, eu successivement 2 pasteurs. Le premier était très âgé, il s'appelait le pasteur Olivet. C'était un grand érudit de Genève et son cours de religion était d'un intérêt extraordinaire. Il était basé sur l'histoire de la Réforme et tout ça, mais enfin, c'était quand même un cours extrêmement fouillé. Je revois ses notes manuscrites. C'était un pasteur très élégant et très vieille France. Comme ça, il portait encore des guêtres sur ses chaussures avec des boutons comme ça. Puis il marchait avec une canne très droite, très chic et un chapeau. Enfin bon. Et je l'aimais beaucoup. Albert Olivet s'appelait. Et j'ai encore quelque part sa notice funéraire, mais enfin, ce n'est pas le propos de ce jour. Mais enfin, dans son cours, un jour, il nous a fait discuter d'une phrase que Martin Luther aurait prononcée. Martin Luther, donc, qui avait été d'abord un moine augustin, puis qui s'est rebellé contre l'organisation de l'Église catholique et qui a fini par fonder la réforme, la réforme luthérienne, qui est encore vivante dans les pays d'expression allemande. Donc, c'est pour ça que ma mère était luthérienne. Et donc, ce bon vieux Luther aurait dit cette phrase étonnante: l'intelligence est la putain du diable. Et au début, quand M. Olivet nous avait lancé cette phrase, ça m'avait fait bondir. Moi, je vouais plutôt un culte à l'intelligence. Je me croyais intelligent, donc à bon droit, je trouvais que c'était une valeur importante. Et je n'ai jamais donc pu comprendre qu'on la traite de putain du diable. Mais à la lumière de ce que je suis en train de vous raconter en méditant sur
le concept de l'innocence, je me rends compte que ça a un rapport, que l'intelligence, qui est une habilité à combiner des éléments, les transformer, à, à les contrer ou les exalter, etc., n'est-ce pas, est tout fait de, comment je dirais donc, de stratégie pour triompher d'un adversaire quelconque, fût-ce même soi-même. Et qu'à ce titre, la chose qui est perdante, quand votre intelligence vous combat vous-même, c'est votre innocence. Que vous ayez commis n'importe quel acte. J'ai dans l'autre vidéo exprimé que Alain Delon, dans Le Samouraï de Melville, retrouvait cette espèce d'état de grâce même, de l'innocence d'un animal prédateur, n'est-ce pas? Et donc c'est à ça que je repense. Thème qui est aussi d'ailleurs repris dans comme Clockwork Orange de Stanley Kubrick, hein, où Malcolm McDowell joue un voyou d'une cruauté sans limite et qui a des acolytes qui sont moins, comment dirais-je, moins aboutis que lui, même dans le mal, et qu'il domine sans scrupule. Et cependant, quand la loi essaye de le réformer, peu à peu, on commence à trouver que la loi, dans ses techniques de rééducation, cherche à attaquer quelque chose qui, chez lui, est là de toute évidence depuis toujours, comme au-delà de l'éducation, un peu comme le personnage de Delon dans Le Samouraï. Et il va d'ailleurs se libérer de tout ce fatras de rééducation et redevenir le voyou cruel et sans morale qu'il a toujours été. Et donc, l'intelligence est la putain du diable se comprend un peu mieux à la lueur de cette discussion. C'est que il y a une sorte de félicité de l'innocence qui n'est pas accessible par l'intelligence. Et que si vous essayez de justifier une expérience de ce type, vous êtes condamné à l'échec, et à ce titre, l'intelligence est donc la putain du diable. De quelle expérience peut-on parler? Celle de la grâce, n'est-ce pas? Évidemment, je ne peux pas en parler comme un catholique, hein, puisque je vous ai dit que je n'étais pas un catholique, mais si ce concept n'était pas réservé à la religion catholique, de quoi pourrait-il s'agir sinon d'une sorte de synchronicité entre une parcelle divine non encore touchée d'humanité avec laquelle on est en synergie avec le grand tout, hein, et c'est là que se situe cet état de grâce, et c'est là où vous ne pourrez jamais aller avec l'intelligence. À ce titre, alors, elle peut être la putain du diable. L'intelligence rend bien d'autres services, hein. Ne croyez pas que je désire y renoncer, mais enfin, on peut quand même supposer que ces questions sont valides.
Et je voudrais aborder, je parle beaucoup de cinéma depuis ces deux vidéos sur le concept de l'innocence, mais mon cher Luchino Visconti, qui est l'autre réalisateur qui a si bien utilisé Alain Delon, hein, une première fois dans Rocco et ses frères, où il en fait un immigré interne de l'Italie, c'est-à-dire un Sicilien qui monte à Milan et pour sortir sa famille de la misère, devient boxeur, alors qu'il n'a absolument aucune agressivité. Et il y a cette perception de l'innocence d'Alain Delon encore, mais cette fois-ci sur le versant de la compassion, de l'amour qu'il a pour les gens et le fait qu'il hait la violence et tous les trucs et les ruses qu'on emploie pour maintenir sa famille dans la misère et tout ça. Et inutile de dire que Delon, là encore, là, est absolument extraordinaire. Et cette fois, il est passé sous les, je dirais, les fourches caudines de Luchino Visconti, qui était un metteur en scène d'une exigence rare, presque inhumaine, n'est-ce pas? Et alors, il a utilisé Delon, après ça, dans Le Guépard, je dirais, de façon plus normale, mais ce qui est assez intéressant, c'est qu'il y a un nouveau magazine français qui passe sur France 2, animé par Léa Salamé, qui s'appelle Stupéfiant. Et je crois que dans le numéro 1, je crois que c'était le numéro 1, il y a une interview de Delon en Sicile, à Palerme, dans le palais Cragi où a lieu la fameuse scène de bal du Guépard de Visconti. Et Delon arrive avec Léa Salamé et il a quoi, 82 ans, c'est quelque chose comme ça, ou peut-être un peu plus. Et le choc émotionnel que ressent Delon, mais au point de chanceler, de s'agripper au bras de Léa Salamé, montre que loin d'être cette espèce de héros bagarreur, mécanique, insolent, comme on a bien voulu le voir, était en fin de compte un acteur accompli qui a été formé par les plus grands, Melville, Visconti, Antonioni, Lauzet, René Clément et d'autres. Voilà. Pour finir, il faut bien que je mentionne que Luchino Visconti, en 1976, a réalisé son dernier film qui s'intitulait L'Innocent. Visconti était malade. Il a dirigé cet ultime opus dans un fauteuil roulant, le corps à moitié paralysé. Il avait eu des accidents cérébraux, là, circulaires cérébraux. Et c'est un tour de force de volonté que d'avoir réussi à terminer ce film qui est tout à fait respectable et qui s'intitule L'innocent parce que un personnage d'une jalousie imbécile et maladive finit par exposer
le bébé que sa femme a eu d'un autre homme, un climat hivernal pour le faire mourir, l'innocent, et donc ce bébé. C'est pas vraiment un film sur l'innocence, mais enfin, où un bébé innocent est ainsi tué par un être assez méprisable en fin de compte. Voilà. Je voudrais en finir avec, quand j'ai dit que, comment est-ce que on peut retrouver une certaine innocence, j'ai parlé de méditation, j'ai parlé d'hypnose. Et il me semble que je n'ai pas dit, ou peut-être pas assez dit, que la contemplation d'œuvres d'art, ou la contemplation du beau d'une façon générale, peut vous faire vivre cette innocence de façon synchrone avec l'artiste dont vous admirez l'œuvre, n'est-ce pas? Et ça, c'est tout à fait remarquable. Par exemple, Caravaggio, qui est un de mes peintres préférés, n'était pas un type tellement sympathique à fréquenter. Il était violent, il buvait, il traînait dans les tavernes les plus louches. Et il a fini par tuer quelqu'un pour une querelle. Enfin, c'était quelqu'un qu'il n'aimait pas, mais enfin avec qui il jouait quand même au jeu de paume, hein, qui est l'ancêtre du tennis, et pour une querelle d'arbitrage. Enfin, ils en sont venus à sortir les épées, et Caravaggio l'a tué, et comme on peut pas, ça se passait à Rome, et qu'on peut pas commettre de Rome dans les états pontificaux, il a dû fuir, et même le cardinal qui le protégeait un peu n'a rien pu faire dans un premier temps, n'est-ce pas? Et alors il a fui vers Naples, et puis vers la Sicile, et puis Malte, et au bout de quelques années, alors qu'il était pardonné par le pape, il a tenté de revenir vers Rome, et il est mort en cours de route, de maladie ou assassiné, on ne sait pas au juste. Voilà, mais pour dire que quand vous contemplez une œuvre de Caravaggio, il n'y a pas de Caravaggio tueur, il n'y a pas de Caravaggio coureur de jeunes gens ou de jeunes filles, il n'y a pas de Caravaggio violent. Il y a un Caravaggio qui se méfie tellement des émotions humaines qu'il médiatise la pose que prennent les modèles par un miroir, et il peint ce qu'il voit dans le miroir pour ne pas avoir de réaction personnelle avec les gens qui posent pour lui. Vous voyez, il a fait plus que n'importe qui pour avoir des images non humaines, si je puis dire. Et cependant, il recrutait ses modèles parmi la populace, même les clochards du quartier qui ont joué des Saint-Paul et Saint-Pierre pour lui, n'est-ce pas? Et avec un grand talent, quand il s'agit de peindre la mort de la Sainte Vierge, il a carrément volé le corps d'une femme noyée. Voilà. Il y a cette dichotomie entre l'artiste et l'homme de la rue qu'il était. Et si vous pouvez entrer en résonance, ne serait-ce qu'une seconde, avec le meilleur de l'artiste, qu'il s'agisse de Caravaggio ou d'un autre, vous retrouvez l'innocence de la créativité pure. La créativité qui n'a pas d'histoire, qui est un simple flash d'inspiration qui vient de Dieu, si vous voulez, ou de tout ce que vous voudrez. Voilà. Je crois que cette fois, j'en ai dit assez sur l'innocence, et je vous souhaite une bonne fin de soirée. Au revoir.